le théâtre, écrit pour le monde. Nous vous disons tous merci. Merci aux membres du conseil scientifique. Écrit pour le théâtre, écrit pour le monde. Honorables distingués, honorables invités, et pour les amis, parents et alliés, nous vous souhaitons la bienvenue. Merci aux membres de l'administration. Écrit pour le théâtre, écrit pour le monde. À tout le corps professoral. Nous vous disons tous merci. Écrit pour le théâtre, écrit pour le monde. Écrit pour le théâtre, écrit pour le monde. À tout et chacun de vous ici présents, Nous vous disons tous merci. Honorables distingués, honorables invités, et pour les amis, parents et alliés, nous vous souhaitons la bienvenue. Honorables distingués, honorables invités, et pour les amis, parents et alliés, nous vous souhaitons la bienvenue. EITB, Apprendre pour répandre. EITB, Savoir, savoir-faire, savoir-être, savoir-vivre. EITB, L'école de la vie. Nous ne sommes qu'une minorité à résister. Rejoignez-nous. C'est un honneur de venir dans cette maison qui est essentielle pour le Bénin et pour la sous-région, qui est l'initiative d'un homme, d'un couple, Dean et Carole, qui portent ce projet à bout de bras depuis plusieurs années. J'ai eu, donc je voulais les remercier personnellement de l'invitation. Et puis j'ai eu à intervenir dans cette école, dans une autre vie, dans d'autres fonctions. J'ai été invité ici à venir enseigner avec je crois que c'est la deuxième promotion de mémoire, un bel été que j'ai passé ici avec eux et ça m'a laissé un souvenir assez fort. Et depuis, j'ai évidemment suivi toutes les promotions qui se sont succédées. Merci à vous toutes et tous d'être là pour ce mot. Alors, conférence, le mot est un peu solennel, un peu trop auguste pour ce que je vais faire. J'aime bien l'idée d'une parole que je prends pour partager une expérience qui est la mienne, qui est celle d'un auteur dramatique d'abord, avant toute chose, puis également très vaguement comédien, et puis metteur en scène sur ces dernières années. Mais surtout, ce que j'ai envie de partager avec vous ce matin, c'est mon parcours, mon expérience d'auteur dramatique, qui est une chose très particulière, très spécifique, et comment cette écriture théâtrale, cette écriture pour le théâtre, c'est un choix qui a été fait que j'ai fait très tôt. Quand j'ai voulu écrire, j'ai eu, comme tout le monde, la tentation d'autres formes d'écriture, qui sont le roman, la nouvelle, le conte, le récit, l'essai, l'autofiction, enfin, toutes ces... Et c'est un choix très radical que j'ai fait de n'écrire que pour le théâtre. Et c'est ce choix-là que je veux partager avec vous, premièrement. Et puis ensuite, raconter comment cette écriture pour le théâtre qui a été mienne, depuis plus de 30 ans maintenant, est une écriture volontairement ouverte sur le monde. Il y a une dialectique qui se pose toujours à l'auteur dramatique, aux auteurs dramatiques, qui est celle de écrire pour qui? Pour qui est-ce qu'on écrit?
Et c'est une question fondamentale. Pour qui, pourquoi est-ce qu'on écrit? À qui s'adresse-t-on? Est-ce qu'on s'adresse à son village ou même à son appartement, puisqu'il y a du théâtre en appartement? Est-ce qu'on s'adresse à une région, à un pays? Ou est-ce qu'on a l'ambition de s'adresser au monde entier? Alors tous les auteurs, a priori, vous diront, oui, moi je veux que ma parole, mon écriture soit universelle au sens du partage avec le monde entier. Mais ce n'est pas toujours le cas, ou en tout cas il y a beaucoup de malentendus sur cette question de l'écriture théâtrale et de la dialectique qui se pose entre ce qu'on écrit pour je suis chinois, je suis héritier d'une histoire, d'un parcours, d'un environnement. J'écris des pièces pour des acteurs chinois. Et comment cette écriture-là, très localisée géographiquement, marquée historiquement, va parler lorsqu'elle va être jouée, portée, va parler à des gens en Europe, en Afrique ou aux États-Unis. Donc ça, c'est cette dialectique que j'ai eu envie de vous partager. En tout cas, c'est celle qui m'a habité, moi, pendant mes 30 années d'écriture théâtrale. Alors, juste un petit historique de mon parcours d'auteur. Le rapport à l'écriture chez moi est d'abord un rapport à l'écriture théâtrale, est d'abord un rapport à l'intime de la famille. Je crois que tout part de là, dans toutes nos histoires de vie, d'une manière générale, mais nos histoires d'artistes en particulier. Tout part de ce noyau premier qu'est la famille, la relation au père, la relation à la mère, la relation aux frères et aux sœurs, et puis dans certaines contrées, la relation à la famille élargie. Mais pour ce qui me concerne, la relation a d'abord été une relation au père, qui, pour tous ceux qui sont ici et qui connaissent le Bénin, savent que mon père était un auteur de théâtre, un homme de lettres, qui lui, pour le coup, a touché à tout, un roman, plusieurs nouvelles, des contes et du théâtre surtout. C'est le théâtre qui lui a donné sa grande notoriété internationale. Et forcément, en tant qu'enfant, le rapport est un rapport de regarder cet homme-là, d'abord comme un père, puis comme un auteur, d'abord, avant de le regarder comme un auteur, d'abord comme un spectateur, parce que le théâtre, n'oublions jamais, est cette chose qui va être verticalisée, cette écriture va être verticalisée. Et donc, j'ai d'abord très tôt assisté, pour ceux qui ont la mémoire un peu l'histoire du Bénin, il y avait une troupe de théâtre célèbre qui s'appelle les Cerveaux Noirs, qui jouait beaucoup le répertoire africain et béninois. Et j'ai assisté petit, je pense 8-12 ans, à des spectacles des Cerveaux Noirs qui reprenaient La secrétaire particulière ou Kondo le requin, pour ne parler que de ces deux pièces majeures. Et donc, il y a eu ce rapport au père et à l'admiration, à l'interrogation aussi. Je ne comprenais pas tout. Je voyais la chose se jouer. Ce qui se jouait n'avait rien à voir avec ce que je connaissais de l'homme à la maison. Donc, il y avait un décalage comme ça, il y avait plein de mystères qui se dessinaient. Mais en tout cas, c'est tout ça qui nourrit et qui fait que lorsque je m'éveille à l'écriture, à l'envie d'écrire en tout cas, le besoin de passer par cette écriture du théâtre se manifeste très tôt. Mais il va se manifester, comme toujours, de manière conflictuelle, et on est déjà donc dans le théâtre intime. Mon théâtre intime, c'est que je refuse d'écrire pour le théâtre. Or, c'est clairement ça à quoi j'aspire. Je m'y refuse parce que c'est l'écriture qui, c'est ce qui symbolise le père. Et dans l'Oedipe qui se met en place et le refus de faire comme le père, je refuse d'écrire pour le théâtre au départ, et toutes mes formes d'écriture prennent d'abord des chemins tortueux, des historiettes, des genres un peu désuets, parfois des choses très très différentes pour m'éloigner de ceux qui ressemblent trop au père. Mais on n'échappe pas à son histoire, quelque part, il y a quelque chose du fatum qui vous rattrape, comme dans Oedipe justement.
et qui fait que plus j'ai tout ce que j'ai fait pour m'éloigner du père et de l'écriture, en tout cas qui rappelait le père, l'écriture théâtrale, m'a rattrapé à un moment donné, puisque tous les comités de lecture, j'étais étudiant à Paris, et les comités de lecture où j'envoyais mes textes, mes fantaisies, mes sottis, enfin j'ai exploré tous les genres qui n'étaient autres que du théâtre. Tout le monde me renvoyait des fiches de lecture en disant « vous devriez écrire pour le théâtre ». Vous devriez écrire pour le théâtre. Donc c'était une espèce de comique un peu tragique pour moi. Et voilà. Donc je m'y suis résolu à un moment donné. Je me suis dit, bon, on ne peut pas passer son temps à nier ce qu'on est. Et j'ai donc décidé d'écrire pour le théâtre. Puis l'écriture a donc fonctionné d'abord, l'écriture théâtrale pour moi, a d'abord fonctionné comme quelque chose d'extrêmement intime et de l'ordre du règlement de compte avec le père. Je n'étais pas dans une logique de vouloir écrire pour le monde au sens large du terme, au sens tout de suite conscient du terme. C'était d'abord un règlement de compte avec le père, avec l'identité, comment exister en tant que José Plia et non pas en tant que Jean Plia ou fils de Jean Plia. Bref, il y avait toutes ces questions qui m'agitaient et qui ont fait que les premiers textes ont tous été dans comment, au sens oedipien du terme, comment tuer le père, comment exister, puisque je n'ai pas le choix d'écrire que de l'arme. L'arme, c'est l'écriture théâtrale. Autant qu'elle serve à ça, autant qu'elle serve à dépasser ces blessures de l'enfance, ce rapport au père compliqué et conflictuel. Donc mes premiers textes ont d'abord été pour régler ces comptes-là. Donc j'ai d'abord été dans ce tête-à-tête-là. Tous les textes que j'écrivais au départ étaient vraiment des manières d'écrire différemment de lui, différemment de ce qu'il faisait, ou alors, et dans cette espèce de spirale un peu infernale, de contourner mieux que ça, d'attaquer frontalement son écriture par le théâtre. C'est comme les jeunes aujourd'hui font beaucoup de battles où on par le langage, on fait des bagarres figuratives, métaphoriques. Moi, j'étais dans un battle théâtral, de l'écriture théâtrale avec le père. Et bon, enfin, c'était un battle un peu biaisé puisque lui ne répondait pas. Bon, mais il ne comprenait pas ce qui m'agitait, donc je me battais avec moi-même. Mais voilà, il fallait que je personnifie mon ennemi pour pouvoir porter les coups. Et du coup, comme lui ne répondait pas, ben, j'avais son œuvre théâtrale comme ennemi en face pour attaquer. Et c'est là que j'ai écrit un texte assez méconnu, mais qui a un peu changé la donne, qui m'a permis de sortir de ce rapport frontal, juste de l'entre-soi, entre vous savez, on parle de l'intertextualité, on parle du métatexte, toutes ces choses qui finalement sont un peu du nombrilisme, hein, qui n'intéressent pas grand monde, mais qui étaient des étapes nécessaires pour moi, pour décanter ce que je voulais devenir ou être en tant qu'auteur. Et donc ce texte un peu fondateur qui a permis de passer à autre chose et de passer à une autre écriture, une écriture plus tournée vers les autres, c'est le Condat le Roquet. Alors Condat le Roquet, c'est un texte pastiche de Kondo le Requin. Donc Kondo le Requin, vous connaissez tous ce texte-là qui célèbre le héros national béninois qu'est le roi Béhanzin. Et c'est une tragédie en 5 actes qui a permis à mon père d'avoir le Grand Prix littéraire d'Afrique noire. Donc c'est un texte fondateur joué partout en Afrique. Et il fallait donc m'attaquer à ce groc-là, à cette pièce, cette fondatrice, et comment la ruiner de l'intérieur, comment la clasher, pour utiliser un mot des jeunes. J'ai écrit donc un pastiche de Kondo le Requin qui s'appelle Condat le Roquet et qui voilà, tourne en dérision toute la noblesse, toute la majesté, tout ce qui fait une tragédie. Je prends le pari du pastiche, de la parodie, pour détruire, pour ruiner cette œuvre-là. Et le moment, l'acmé, donc le moment paroxystique de la pièce, dans Kondo le Requin, c'est le discours d'adieu du roi Béhanzin, que tout le monde connaît, qui est presque un poème que les jeunes lisent
après, indépendamment même de la pièce, le discours d'adieu du Béhanzin, quand il est acculé et qu'il n'a plus le choix que de se rendre, qu'il fait plutôt le choix de se rendre plutôt que de continuer la guerre contre les Français, il fait ce fameux discours prophétique, sublime, qui est un peu le point d'émotion de la pièce. Et donc, dans ma pièce à moi, dans mon pastiche, ce texte, ce discours est complètement travesti, ou mieux, c'est-à-dire que le comédien, donc on est dans de la mise en abîme, hein, c'est-à-dire que le comédien qui joue le rôle de Kondo dans ma pièce s'appelle Konda. Bon, donc il y a une espèce de jeu de miroir comme ça, et là où Kondo est un personnage noble, lui, il fait l'histrion, et il détourne en dérision tout ce que son personnage de Kondo a de noblesse. Et puis quand arrive le moment de ce discours, il refuse de le dire. Donc en refusant de dire ce discours, bah, il tue le père de l'auteur de Kondo, et il sort de sa propre coquille pour exister en tant que Konda. Donc c'est l'acteur qui prend le pas sur le personnage et qui termine une pièce, donc en existant par lui-même plutôt que par le personnage qu'il est censé interpréter. Donc ce texte que j'ai bien évidemment très généreusement dédicacé à mon père, je le lui ai envoyé et il l'a reçu comme je l'espérais, c'est-à-dire vraiment comme une violence, une attaque, une manière de le tuer symboliquement, on est bien d'accord. Et ça a provoqué ce que j'attendais, d'abord une bonne fâcherie de plusieurs mois, un grand silence entre nous, et puis ensuite une demande d'explication, de catharsis entre père et fils pour dénouer les fils embrouillés de l'enfance. Les pères ne se rendent pas toujours compte des petits drames que vivent les enfants, surtout les enfants de personnalités grandes comme lui l'était. On a décanté cette chose-là. Et puis, voilà, on a beaucoup pleuré, on s'est beaucoup pardonné. Et ça a permis, en tout cas moi, ça m'a permis de passer le Rubicon et d'exister. Désormais, j'avais réglé ce compte-là. Je pouvais, en toute liberté, écrire pour le théâtre. En tout cas, me poser la question de, bon, maintenant que tu t'es servi du théâtre pour régler ton Oedipe, tu fais quoi? Est-ce que tu as envie de continuer? Donc, arrive à ce moment-là un texte fondateur, un autre, c'est un livre que je recommande à tous les jeunes ici et aux autres, s'ils ne l'ont pas lu, c'est Les Lettres à un jeune poète de l'auteur allemand Rainer Maria Rilke. C'est un texte fondateur pour moi parce qu'il pose la question de l'artiste, du créateur. Rilke est un poète déjà reconnu qui, la guerre survient et un jeune allemand qui est au front lui écrit en tant que poète référent déjà pour lui demander comment fait-on pour devenir poète. Et la métaphore du poète est intéressante parce que c'est créateur en réalité. Donc le texte s'adresse à toute personne, que ce soit plasticienne, cinéaste, comédien, enfin qui veut faire ce métier particulier de la création artistique. Et les réponses de Rilke sont autant de réponses à chacun d'entre nous, à chaque personne qui a envie de prendre ce chemin particulier. Et je vous passe le détail, mais Rilke dit ceci au poète, à ce jeune écrivain qui lui écrit. Il lui dit, si tu considères que écrire est la chose la plus importante au monde, si toi qui es à la guerre, on te disait, es-tu prêt à perdre la guerre pour continuer d'écrire? Es-tu prêt à donner ta vie pour continuer d'écrire? Si à cette question tu répondais oui, alors tu seras poète.
c'est pour montrer, en fait ce que Rick essaie de montrer, c'est de montrer à ce jeune, cet aspirant à la création, que écrire c'est quelque chose de vital. Ce n'est pas une fantaisie, ce n'est pas j'écris pour passer le temps, c'est un geste, c'est un acte radical de dire voilà, je n'ai pas d'autre choix, je ne sais faire que ça, écrire, et c'est ma manière à moi d'être au monde. Et ce texte, donc, je l'ai reçu, je l'ai lu et je me suis posé la question. Et elle a été assez claire. Je m'acheminais vers une école de théâtre parce que je me croyais, enfin, j'avais des velléités d'être comédien. Et ce texte a permis de décanter les choses. Je n'aurais pas donné ma vie pour être comédien, ça c'est sûr. Donc, autant ne pas encombrer les bancs des conservatoires, alors qu'il y a beaucoup de gens qui veulent y aller. Ce texte a été vraiment... et je me suis posé la question par rapport à l'écriture. Suis-je prêt à donner ma vie pour écrire? Qu'est-ce que j'ai à dire qui est si important que l'écriture théâtrale n'est pas une option, c'est un choix définitif. Et à ce moment-là, en tout cas, la réponse a été oui. Je sens que l'écriture théâtrale, pour des raisons obscures, parce que tout ça n'est jamais très clair et décanté, l'écriture théâtrale doit... je dois écrire pour le théâtre. Et j'ai donc fait ce choix-là de me dire, je vais écrire. Et du coup, ça devient, c'est comme toute chose, vous embrassez l'envergure de la chose. Écrire pour le théâtre, c'est une chose extrêmement complexe, parce que vous écrivez quelque chose de très intime, de très personnel, qui va être montré. Très peu de gens lisent le théâtre, à part les professionnels, donc ce n'est pas le roman. Donc ça va être pris en charge par un metteur en scène, par des comédiens, pour être montré à un public qui va venir se rassembler. Vous reconnaissez tous le mot de Claudel dans l'échange. Qu'est-ce le théâtre? C'est quoi le théâtre? Et on dit, il y a la scène et il y a la salle. Et il y a des gens qui viennent là pour voir. Et on répond, mais pour voir quoi? Quelque chose qui se passe. Quelque chose qui se passe. Vous pouvez écrire un roman où rien ne se passe. Vous pouvez écrire des poèmes où rien ne se passe. En termes, je veux dire, d'action. Au théâtre, tout est action. Chaque mot est action. Parce qu'on est là dans quelque chose qui va être montré, verticalisé, vu, pour une collectivité qui se rassemble. Donc, voilà, il faut prendre la mesure de tout ça, puis se jeter dans l'écriture. Et donc, j'ai commencé mon parcours d'auteur avec des textes, toujours mesurer ce qu'on écrit avec l'autre, participer au concours, envoyer des textes à des personnes référentes, avoir des retours, mais toujours suivre Claudel, toujours suivre ton tribunal intérieur et essayer d'y répondre, être dans cette vérité-là. Et puis arrive donc la question maintenant, lorsque les premiers textes arrivent, commencent à sortir et à être testés par des acteurs, etc., arrive la question de savoir, j'écris pour qui? Pour qui j'écris? C'est pas seulement le public qui va venir assembler, pour qui est-ce que je veux faire cette chose-là, cet acte qui va être pris en charge par des acteurs et joué. Il se trouve que je vivais à ce moment-là, même pas en France, en expatriation. Je travaillais pour la France, mais j'avais un parcours un peu à l'international. Et à chaque fois, je me posais cette question-là. Est-ce que ce que je vais écrire va parler aux Mexicains où j'étais, aux Équato-Guinéens ou aux Antillais? Toujours la question de à qui je parle. Ou bien est-ce que je m'adresse toujours au territoire de l'enfance que j'ai quitté, c'est-à-dire mon territoire d'origine qu'est le Bénin. La question du qui est importante. Et elle est déterminante. C'est la question du destinataire. Vous écrivez une lettre, elle va à quelqu'un. Ce quelqu'un, vous voulez provoquer quelque chose chez lui.
et ce que vous écrivez doit être dans ce sens-là. Et je me suis inspiré évidemment de ce que j'ai vécu dans mes préliminaires avec mon père. Je m'adressais à mon père, je lui ai adressé une lettre qui est une violence que j'ai voulu vers lui et ça a provoqué une réaction. Donc cette expérience-là, je l'ai transposée maintenant dans des textes beaucoup plus... le premier texte dont je veux vous partager un peu les mots qui m'a permis de clarifier cette question du pour qui on écrit, c'est le complexe de Thénardier. Je viens en vacances au Bénin. Comme je vous dis, j'avais un parcours international et puis je vais chez ma mère en vacances et puis c'est la maison de l'enfance et on repasse dans les pièces de l'enfance, on repasse dans la cour de l'enfance et quand on est auteur, on est comme une éponge, on s'imprègne de tout ça, on revit tout ça, on revisite tout ça. Et puis, il y a les gens dans la maison, il y a les ombres passées, et puis il y a les ombres présentes, il y a les personnes présentes. Et dans les personnes présentes, il y a cette singularité que nous connaissons tous très bien au Bénin, qui sont les Vidomingons. Hein, dans les maisons, dans beaucoup de maisons de villes, de familles plutôt aisées, il y a des jeunes femmes, des jeunes filles, souvent amenées du village, qui viennent, qui sont déposées, c'est des cousines lointaines. C'est une tradition très béninoise de la servante qui vient et qui aide aux tâches ménagères, qui participe. Enfant, quand j'étais enfant ici, jusqu'en seconde, j'étais au collège Père-au-Pied, avant de partir, il y a toujours eu des Vidomingons. Elles faisaient partie du décor, elles étaient dans la maison, elles avaient... Et dans la répartition sociale de la maison, elles avaient leur rôle. Bon, quand on est enfant, on ne se pose pas toujours les questions, on les voit. Mais avec ce recul de l'auteur, on interroge. D'autant que la maison étant clairsemée, il n'y avait plus que mon père, ma mère et une Vidomingon, une jeune fille, qui était là et qui aidait aux tâches ménagères, au ménage, etc. Et ce qui me paraissait normal quand j'étais petit, me paraît, en tout cas m'interpelle maintenant, en tout cas avec le regard de l'auteur. Et je revisite ça, j'observe les relations extrêmement complexes qui se nouent entre ces jeunes femmes et ma mère. Et puis, le besoin de raconter une histoire s'impose à ce moment-là, de manière intuitive. En les observant fonctionner, ma mère et la jeune femme qui était là, me vient l'idée de raconter quelque chose de très personnel, de très local, comme je viens de dire, qui est du Vidomingon, mais de me dire, OK, comment je traduis cette histoire bénino-béninoise et qui doit le rester en quelque chose qui n'est pas qu'anecdotique. Si je dis, on raconte l'histoire d'une histoire d'une mère et d'une Vidomingon, oui, bon, ça peut nous intéresser, nous, localement, mais comment trouver les moyens pour que cette histoire locale, bénino-béninoise, devienne, voilà, touche aux États-Unis, en Corée, voilà, à qui je m'adresse, comment je parle. C'est toute cette complexité-là. Et je suis parti sur ce prisme d'écrire cette histoire. Et je l'écris, et je fais une première mouture, et je partage. Et avant même de le partager, je convoque toujours mon tribunal intérieur pour me dire, voilà, est-ce que cet auditoire, entre guillemets, mondial à qui je veux parler, et quand je parle du monde, c'est aussi bien, je veux que cette histoire, quand je la raconte au Bénin, qu'elle soit jouée au Bénin, ben, elle parle aux Béninois, mais quand on la joue également à New York, elle parle aux New-Yorkais. Comment trouver cette dynamique-là? Les moutures successives, déjà à mon propre niveau, ne me satisfont pas, et je décide donc de reprendre mon travail, écrire, reprendre le métier, tout le temps, remettre l'ouvrage sur le métier, jusqu'au déclic qui est la langue. Et c'est le premier point que je voudrais, sur lequel je voudrais attirer votre attention. L'un des moyens les plus sûrs de trouver une écriture théâtrale qui parle au monde, c'est d'inventer une langue, d'inventer sa propre langue d'auteur.
choisir dans le corpus du langage, opérer des choix qui vous permettent d'avoir votre singularité d'auteur. Quand on lit ce texte, on dit « Ah, c'est du Coltès », dès les premières phrases. « Ah, c'est du Lagarce. Ah, c'est du Molière. Ah, c'est du Sony Laboutancy. » C'est comme ça que j'ai découvert ça. Et c'est passé par un mécanisme très simple. J'écrivais ces moutures successives. Je n'étais pas satisfait de ce qui sortait parce que je n'entendais pas la voix de ma mère ni la voix de cette petite telle que je venais de les quitter. Et je ne l'entendais pas parce que le langage que je disais, les choix que j'opérais dans les mots sonnaient creux, sonnaient faux, déjà pour moi. En tout cas, je suis mon premier juge. Et puis à la faveur j'étais dans l'impasse de l'écriture, j'appelle ma mère. J'étais à la Dominique, dans les Antilles anglophones à l'époque. Je l'appelle tout à fait pour la saluer. On se met, comme souvent au Bénin, à parler en français. Et puis, le fond arrive. La langue de l'affect intervient. Et ma mère me parle en fond. Et alors que j'étais dans ce processus de création, je me rends compte que, voilà, je commettais l'erreur de penser les dialogues entre ces deux femmes, la mère et Vidot, en français, plutôt que de le penser en fond. Alors, il ne s'agissait pas d'écrire en fond, il s'agissait de traduire tout ce qui fait la force de la langue fond, tout ce qui fait les métaphores dans la langue fond, par le véhicule qu'est le français. Et là, j'ai trouvé la clé. Ça a été radical. Et je voudrais vraiment attirer l'attention là-dessus. Le complexe de Thénardier, dont on va vous lire un extrait tout de suite, est un texte que vous entendez en français, mais qui est pensé en fond. Et c'est ça qui fait son universalité. C'est d'abord parce que je suis parti du plus intime de la langue et du rapport, parce que ma mère discute en fond avec ses filles. Tout se joue là-dedans, dans l'évitement, dans la langue, et il n'y a que le fond. Si je peux reprendre la pièce, et d'ailleurs j'ai des moutures de cette pièce en français, écrit et pensé. Mais ça sonne faux. Alors que cette pièce écrite en français, mais pensée en fond, bah, j'ai touché là un point d'intime qui peut être ensuite partagé par l'universel. Donc je vais demander à Madame Vendée, qui est comédienne et qui va m'accompagner dans l'extrait que je vais vous lire. Alors, pour vous contextualiser la pièce, nous sommes en temps de guerre. Une communauté est pourchassée, pour être génocidée, pour être détruite. Une mère de famille qui a 2 enfants, dont le mari a disparu dans des conditions qu'on ignore, recueille une fugitive menacée par le génocide. Elle l'héberge. Et puis dans la promiscuité de la guerre qui se prolonge, la jeune fille devient Vidot-Maingon. Elle se met à servir dans cette maison, à faire le ménage, à préparer à manger, à donc devenir la Vidot-Maingon de la maison. Et puis un beau matin, alors que la guerre est censée continuer, se poursuivre, la jeune fille vient voir la mère et lui dit « Madame, je m'en vais. La guerre est terminée. J'ai vu un soldat aux cheveux bleus qui m'a dit que la guerre était finie. Je m'en vais, il faut que j'aille retrouver mes parents. » Et la mère lui dit « Mais vous êtes folle, vous ne pouvez pas partir. La guerre se poursuit. » Et au coin de l'aube, au moment où la pièce commence, une dialectique, un dialogue s'engage entre ces 2 femmes, l'une qui veut partir et l'autre qui veut la protéger, la garder, la séquestrer. Toute la question est là. Donc on va vous lire un extrait où, dans cette dialectique, la jeune fille insiste pour partir et la mère lui oppose ses arguments. Je vous connais, Vidot. Vous êtes brave, paresseuse de caractère, dilettante de tempérament, mais travailleuse. Dans l'ensemble, je n'ai pas à me plaindre. Vous êtes propre. La maison n'est pas trop mal tenue, à part les rats.
C'est en dernier. Les rats, c'est ennuyeux. Vous ne vous en occupez pas. Le poison, il faut en mettre partout. La gazinière, le garde-manger, le vide-ordures. Vous êtes honnête. C'est essentiel. On peut vous faire confiance. À part cet étranger dans mon salon, c'est inadmissible. Je ne crois pas à cette histoire. Je n'y crois pas du tout. Vous êtes lunatique. Vous vous affabulez parfois. C'est une tendance. Rien de méchant. Vous n'êtes pas jolie. Ça vous donne des complexes. Vous ne devriez pas. La beauté n'est pas tout. Vous plaisez. Vous plaisez aux enfants. Je vous connais. Votre portrait de moi me touche. Pardon. Votre portrait de moi me touche. Il doit être juste puisque vous le pensez. Merci pour les compliments, les tout premiers. Je les accepte. Vous avez des défauts. C'est notre lot à tous. Vous êtes cachottière. Je dirais même un peu sournoise. Vous manquez de franchise. Dites les choses plus clairement. Toutes vos circonlocutions nous ont fait perdre du temps. Vous manquez de simplicité. Trop obséquieuse, trop de façons, et cette manière de contourner les mots, ce n'était pas nécessaire. J'ai bien compris ce que vous convoitez. Il vous suffisait de me faire une proposition. Je l'aurais entendue. J'y aurais réfléchi. Nous en aurions discuté. Je suis ouverte. Je suis une femme. Je peux comprendre vos frustrations. Je peux vous arranger. Mais dites les choses. Vous voulez bien rester chez moi pour travailler. Contre une compensation, disons plus conséquente. Ce n'est pas sorcier. Il fallait me le dire. Je vous préviens, je n'ai aucun argent. Je ne peux vous payer, mais on peut négocier. Je suis entré chez vous par accident. Durant ces années de convalescence, je ne pouvais rester les bras croisés. J'ai voulu faire le ménage, aider à la cuisine. Ce n'était pas une vocation, c'était par accident. De travailler pour vous m'a reconstruite. Un peu. J'ai mis de l'ordre dans mes blessures. Et dans les tâches ménagères chaque jour recommencées, j'ai pu trouver une raison d'espérer. Vous voyez, vous êtes compliqué. Sans même savoir ce que j'apporte, vous faites monter les enchères. Écoutez-moi. Je vous écoute, Tanti. Je vous propose Igor. Je crains de ne pas vous comprendre. Je vous propose mon fils, Igor. Vous en êtes amoureuse. Il vous épouse et vous restez. Vous restez à demeure, maîtresse de ménage, et vous nous faites des bébés. Cette approche d'écouter, de partir de sa langue, de l'invention de sa propre langue d'auteur pour raconter une histoire, des histoires de marchandage entre les personnages, de négociation, de rapport maître-esclave sont éternels dans l'histoire du théâtre, hein, depuis les Grecs, en passant par Shakespeare, Molière ou Genet. C'est une constante, ou Coltès, c'est une constante. Parce que le cœur du théâtre, c'est évidemment le conflit, et souvent le marchandage entre deux personnes est souvent l'œuvre du conflit. Je veux acheter quelque chose, ça coûte tant. Voilà. Donc cette métaphore du marchandage est au cœur même du théâtre et du conflit qui nourrit l'acte théâtral. Mais comment le raconter de manière différente? Comment raconter une énième histoire de marchandage? En trouvant sa langue, en la racontant de son point de vue très singulier d'auteur. C'est ça qui va faire la différence. Et l'histoire de ce texte et de cette question de à qui on s'adresse m'a convaincu que c'était la bonne voie pour poursuivre mon parcours d'auteur. Puisque voilà un texte que j'ai écrit
en m'inspirant donc, je vous dis, du plus intime des relations entre ma mère et une Vido Mengon ici à Cotonou, et comment ce texte a essaimé à travers le monde. C'est mon texte le plus joué, le plus traduit. Je crois qu'il est traduit dans une quinzaine de langues différentes. Il a été joué vraiment sur tous les continents, partout, partout. Il continue à être beaucoup joué. C'est le texte qui m'a permis d'avoir la distinction de l'Académie française. Vraiment, j'ai trouvé par ce biais-là un texte qui, enfin, un moyen d'entrer dans l'écriture qui me donnait vraiment un cheminement, quelque chose de très, très, très précis. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, en tout cas, c'est mon parcours, c'est mon expérience, hein, c'est que cette invention d'un langage pour raconter un texte, elle est permanente. Ce n'est pas parce que j'ai trouvé le fond à mettre en théâtre avec le complexe de Thénardier que je vais appliquer ce schéma-là sur tous les autres textes. Loin de là, ça ne marche pas comme ça. C'est que chaque projet, chaque sujet à écrire apporte sa propre langue, invente son propre langage. Un débat a beaucoup animé ma génération d'auteurs. Moi, je appartiens à une génération d'auteurs, Kofi Kwaoulé, Kossi Efoui, Koulsi Lamko, qui on est arrivé dans le paysage théâtral après une génération glorieuse qui est celle de Soni Laboutansi ou de Tikaya Outamsi, et où la question d'auteurs d'origine africaine qui, pour la plupart, ne vivent plus en Afrique. Ils sont dans la diaspora. Koulsi Lamko vit au Mexique, Kofi, Kossi et moi, on vivait en France. Mais on est parti d'un continent, on est parti d'une langue, d'une histoire, d'un village, de choses très très fortes. Et puisque notre théâtre se déploie dans un territoire, qui est le territoire européen, les attentes de cet auditoire, toujours la question du qui, pour qui, les attentes de ce territoire sont très particulières. Et j'ai envie de dire quelque part un peu légitimes. Mais la légitimité n'est pas créativité. Elles sont légitimes pourquoi? Parce que on dit je prends l'exemple du festival de Limoges, Festival des Francophonies de Limoges, qui est un festival qui a fait la gloire de gens comme Soni Laboutansi, qui a révélé des auteurs importants, et qui est un festival francophone. Donc les gens qui viennent, l'auditoire qui vient à ce festival, vient découvrir des écritures libanaises, québécoises, africaines, et nous arrivons tous, et ça il ne faut pas se le cacher, en tant que spectateurs, nous arrivons tous avec des attentes. On se dit, tiens, je vais voir, on me dit, l'auteur ou le metteur en scène de ce spectacle ou de ce film est chinois. Bon, donc, moi, dans mon imaginaire, avant d'entrer dans la salle, même si je n'ai pas vu l'affiche, même si je ne connais pas, on me dit, il est chinois, je m'attends, avec tous les clichés qui peuvent m'habiter, comme on en a tous, à une histoire chinoise. Bon, et puis je rentre dans la salle, déjà, on me dit, l'auteur est chinois. Bon, le film commence, ou le spectacle commence, tous les acteurs sont noirs. Alors je me dis, bon, je ne savais pas qu'il y avait des communautés noires en Chine, mais pourquoi pas. Et puis, au lieu de me parler de, je ne sais pas, de Pyongyang, de Tiananmen, ou je ne sais pas, ils se mettent à me parler de crocodile dans la brousse. Là, en tant que spectateur, je suis totalement désorienté. Je dis, mais pour m'a vendu, c'est quoi cette histoire? C'est un peu le problème que nous, on a vécu, ma génération d'auteurs a vécu à cette époque-là, à Limoges. Il y avait une génération, la directrice était Monique Blin, qui a été une grande déboursailleuse, qui est allée chercher des auteurs et qui a mené à cet auditoire du Festival de Limoges ce qu'il attendait, des écritures géographiquement marquées, avec des acteurs géographiquement marqués, corporellement marqués. Et ça donnait aux gens qui venaient là des balises. Hein, on va voir un spectacle burkinabé, donc on sait qu'on va voir telle chose. Et voilà que nous, on arrive dans le jeu de qui, et puis
on écrit des histoires où, bon, déjà, les acteurs ne sont pas forcément africains. Et puis, ce qu'on raconte, il n'y a pas d'éléphant, il n'y a pas de girafe. Comme dit Kofi Korole, moi, j'ai jamais vu d'éléphant de ma vie. C'est pas parce que je suis ivoirien que j'ai vu un éléphant. Je suis à Abidjan, il n'y a pas d'éléphant à Abidjan. Mais ça, l'auditoire ne le sait pas. Donc, il se dit un auteur ivoirien. En plus, comme on aimait bien bouiller les pistes, on va mettre un titre qui va vaguement évoquer l'Afrique. Donc, le spectateur se dit, chouette, on va avoir des danses et des chants. Et puis, il rentre dans la salle, il se retrouve dans un appartement new-yorkais où on lui parle de trader, qui va dire, mais où est l'Afrique, là? Donc, ça a créé des polémiques, mais énormes, avec des débats parfois violents, avec les spectateurs qui disaient, mais vous nous avez menti, vous n'êtes pas africain. Bon, donc, et on a dû se battre avec ça. Et comme je vous dis, la tentation, et comme je dis, les attentes sont légitimes. Mais il y a aussi une chose qu'il faut entendre, c'est que le créateur n'est pas à la merci de ce que celui qui va venir le voir ou lire attend, veut voir. Le créateur est là pour dérouter, pour prendre le pas de côté, pour surprendre, déranger. Il n'est pas dans je viens voir ça et j'ai ça et je suis content. Non, on vient, on n'est pas des faiseurs, on est vraiment des créateurs et on invente et on n'est là, jamais où là on nous attend. Et ce qu'on s'est dit, cette génération d'auteurs, là on s'est beaucoup parlé, et sans se concerter, notre point de vue a toujours été celui-là. Le complexe de Thénardier est joué, Dean ici l'a créé avec des comédiens béninois. Le spectacle a beaucoup tourné, il a été vu par un auditoire béninois et il est pertinent là-dessus. Le texte a été créé au Théâtre du Rond-Point à Paris avec Marie-Lou Marini, qui est une comédienne d'origine argentine et une jeune comédienne sortie du conservatoire. Il a été créé au Festival d'Avignon avec une comédienne, Catherine Yegel et Sylvie Testu. Il a été joué à Londres, il a été joué en Norvège. C'est toujours pourtant le même texte, c'est toujours pourtant la même histoire. Donc le rapport au langage, à cette langue qu'on invente et qui, elle, est transnationale, régionale, mais qui dit toujours l'intime de l'auteur, le point de départ de l'auteur, c'est cette articulation-là qui crée l'ouverture sur le monde. Toujours partir de son intime, mais de l'intime de son langage, de la manière dont on veut raconter son histoire pour la déployer. Et peu importe la coque, les acteurs, c'est une coque, c'est un corps qui prend des choses en main. On a eu des Hamlets noirs sans que ça ne pose aucun problème. Voilà. Ce qui fait le personnage n'est pas l'acteur qui le porte, c'est la langue qu'il défend, c'est la langue qu'il utilise, ce personnage-là, pour dire les choses. Et ça a donc été un travail méthodique à chaque projet de trouver une langue, trouver la langue du sujet pour écrire ce théâtre qui va parler au reste du monde. Toujours trouver la langue. Donc il y a eu plusieurs expériences qui ont été miennes. Après le complexe Thénardier, il y a eu plusieurs textes. Il y a eu ce texte-là, dont on n'entendra pas forcément un extrait ici, qui a aussi fait beaucoup de polémiques. Et c'est intéressant, les polémiques autour de l'écriture. C'est montrer qu'on touche à des endroits qui nous interpellent tous, qui nous dérangent. Et c'est ça, le rôle du créateur. C'est une famille ordinaire. Une famille ordinaire, c'est un texte que j'ai voulu écrire pour raconter mon rapport à moi, africain, au génocide. Et le génocide de ma génération, en tant qu'Africain, c'est le génocide rwandais, qui nous a accueillis tous, qu'on a vu à la télé, qu'on n'a pas compris, cette noirceur de l'humanité qui se déploie. Voilà, ça interpelle l'être humain, le citoyen et le créateur. Donc j'ai voulu écrire une histoire, mais toujours à front renversé. J'ai voulu raconter l'histoire, je me suis dit, voilà, et si ma famille à moi était Hutu, qu'est-ce qui se passerait? Comment ça se passerait?
Et j'ai commencé donc à écrire La famille ordinaire dans cette optique-là, en renversant la chose. Jamais c'est facile de se mettre du côté des sauveurs et du FPR et de Kagame qui vient sauver les choses. C'est plus compliqué de se dire, tiens, on va prendre le point de vue du bourreau. On va se mettre dans la peau du bourreau parce que nous sommes tous potentiellement des bourreaux. Les circonstances font beaucoup de choses. On ne sait qui est héros ou salaud qu'en situation, pas a priori. Donc, j'ai donc posé le contexte de cette histoire que je voulais raconter. Et puis, pareil, je me mets à écrire cette histoire-là. Et puis, la charge émotionnelle, historique est fraîche, elle est violente. Quand vous commencez à entrer dans les premières archives qui commençaient à sortir sur le Rwanda, il y a beaucoup de choses à dire encore sur ce génocide, mais c'est encore très frais, très jeune. Et à chaque fois que je me plongeais dans les documents historiques, les documentaires, l'histoire, je n'arrivais pas à prendre la distance nécessaire pour dire cette histoire. Il faut de la distance. Et il faut de la distance pour tuer le père ou pour mettre la mère en scène comme une ogresse. Il faut de la distance pour raconter une histoire où l'identification est très forte. Et cette identification et cette distance, je ne l'avais pas. Je n'arrivais pas à aller au bout de ce renversement et de raconter cette histoire. Mais je tenais à raconter cette histoire. Et donc, dans le processus de création, je me dis, mais en réalité, les Hutus n'ont pas le monopole de la barbarie, c'est un monopole humain. Et l'histoire, que ce soit avec les Turcs et les Arméniens ou les Allemands et les Juifs, l'a prouvé, pour ne parler que des conflits récents. Donc je me suis dit, allez, changeons le paradigme, déplaçons la chose sur un génocide où j'ai du recul, où beaucoup de choses ont été dites, énormément de choses ont été dites, parfois trop, est-ce qu'il n'y a jamais trop, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai du recul sur le génocide des Juifs. J'ai du recul sur ce génocide-là, parce qu'il y a de la matière, parce que c'est une histoire humaine qui me touche, mais où le processus d'identification n'est pas exactement le même que si c'était des Rwandais. Donc j'ai ce recul-là. Donc j'ai transposé avec une très grande facilité la famille ordinaire Hutu dans une famille ordinaire allemande. Et j'ai dit, je vais raconter le point de vue d'une famille ordinaire allemande qui n'est pas endoctrinée, qui n'est pas une famille militante, nazie, mais qui petit à petit bascule dans l'horreur, dans le génocide. Et j'ai donc raconté une famille ordinaire. Et cette pièce, très vite, est prise en lecture, et dès les premières mises en lecture, avant même la mise en scène, mais dès les premières mises en lecture, la polémique a été colossale. D'abord, la première, ça a été de dire, mais pourquoi un auteur africain écrit sur une histoire d'Allemands et de Juifs, là, c'est quoi son problème? De quoi il se mêle? Bon, ça, c'est un peu idiot, mais ça a été le cas. Après, il y a eu cette idée de dire, mais pourquoi est-ce que dans mon texte, je donne des circonstances atténuantes à une famille de bourreaux? La tentation, ce serait de dire, oui, bah, c'est des salauds, mais un auteur ne peut pas, un auteur aime tous ses personnages. Il est obligé d'aimer tous ses personnages, surtout les plus odieux, pour pouvoir les rendre les plus vraisemblables possibles. Si vous portez un jugement sur votre auteur quand vous écrivez, bah, vous avez tout faux. Chaque personnage est un condensé d'humanité, et c'est bien pour ça qu'il y a des circonstances atténuantes pour tout, d'Hitler en passant par... ça ne veut pas dire que ça les excuse, ça veut dire que quand on se met dans cette perspective de l'écriture théâtrale, on doit prendre ce recul-là et voir les personnages dans leurs failles. Donc, écrire ce texte a été aussi pour moi une vraie épreuve de me dire, mais comment je parle d'une histoire que je voulais raconter comme ça au départ de mon Afrique, elle se retrouve à front renversé, transposée à Hambourg au moment de la Seconde Guerre mondiale, et qu'elle est jouée évidemment par des acteurs européens, mais également par des acteurs... et c'est ça qui a été ma grande joie lorsque une comédienne que vous devez connaître, Carole Caramera, a décidé, quand elle a lu le texte, elle a, dans l'immédiateté,
compris ce renversement des valeurs. Et quand elle a créé le texte à Kigali, ça a été un moment, en ne changeant rien. Elle n'a pas dit, bon, on est à Hambourg, on va dire c'est Kigali, on est à... Non, elle a gardé la temporalité, elle a joué le texte à la virgule près, qui se passait en Allemagne, et pourtant, l'auditoire a parfaitement entendu l'histoire rwandaise qui était en creux de ce message, de ce texte-là. Le deuxième extrait que je vais vous faire entendre m'amène à ce troisième texte qui a été une vraie, là aussi un vrai interrogation, une véritable interrogation sur le rapport au langage, à la langue, et puis le rapport au monde. Le titre de la pièce dit bien cette problématique du rapport de l'écriture théâtrale et de l'écriture au monde. Le texte s'intitule « Nous étions assis sur le rivage du monde ». Je vivais aux Antilles, en Martinique et en Guadeloupe, surtout en Martinique, et puis la directrice de la scène nationale me passe commande d'un texte auteur en résidence pour écrire à ma guise, pas de limite. Bon. Je me dis, imprégné de Césaire, de Glissant, de Chamoiseau, et les fréquentant ceux qui sont dans ce petit territoire de la Martinique, ce qui obsède ce territoire, quand on connaît un peu les Antilles, c'est la quête identitaire. Qui sommes-nous, Antillais? Sommes-nous africains? Sommes-nous français? Sommes-nous caribéens? Qu'est-ce que ça veut dire? On a un passeport français, mais voilà. Si vous connaissez un peu cette littérature ou ce peuple-là, c'est vraiment la question qui les interpelle. Les artistes s'en emparent, mais au quotidien, dans la vie quotidienne, même quand on ne l'intellectualise pas, ça structure ou ça déstructure, en tout cas, ça traverse toute la société antillaise. Donc, vivant là-bas, ayant des enfants métis qui vont à l'école là-bas, forcément, vous êtes interpellé par cette chose-là, même si vous, comme disait Césaire à Senghor, toi au moins tu sais d'où tu viens, même si vous savez d'où vous venez, vous ne pouvez pas. Donc, je veux écrire une histoire, voilà, parce que je suis dans un territoire. Donc, je me dis, je vais écrire sur la quête identitaire. Et les phases successives d'écriture, toujours ce processus de trouver la langue, font que, quand je fais lire ce texte-là à différentes personnes, on me trouve intéressant, etc., mais personne ne voit cette problématique de la quête identitaire que je veux mettre au cœur de mon sujet. Et toujours le passage par la langue. Le créole est une langue extrêmement forte, extrêmement imagée, métaphorique. La créolité inventée par les Césaire, Barnabé, Chamoiseau, Barnabé et Glissant invente un langage, une langue très particulière. Donc, je me mets à l'école de cette langue-là qui est autour de moi. Et puis, je me mets aussi à l'école de ce territoire. Essayer de comprendre c'est quoi leur problématique. Qu'est-ce qui ronge ce peuple-là à cet endroit. Essayer de comprendre pour pouvoir le traduire ensuite. Et le déclic va arriver par ma fille Roxane, qui à l'époque avait 6 ans, 7 ans peut-être, et qui va à l'école antillaise, à l'école martiniquaise, et qui traduit ce rapport conflictuel que les Antillais ont avec leur identité, avec leurs origines. Elle l'amène à la maison. Elle nous dit, moi, je ne joue pas avec les enfants trop noirs de peau. Dis-moi, les enfants trop noirs, je ne joue pas avec eux. Je trouve ça un peu curieux. Donc, je lui demande, mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi Elle me dit, c'est Ludmilla qui m'a dit à l'école, il ne faut pas jouer avec les enfants trop noirs. Bon, ok. Donc, je vais voir la maîtresse et je demande à la maîtresse, mais c'est quoi cette histoire? Et la maîtresse, qui est martiniquaise, n'est pas plus choquée que ça. Elle, c'est son quotidien. C'est le quotidien des Antilles. Comme je dis, parce qu'ils sont... voilà. Elle me dit, mais ça, c'est la réalité des Antilles. Dès l'enfance, l'héritage de l'esclavage et de la colonie, et aujourd'hui de la départementalisation où
la société a été structurée par rapport à la couleur de peau. Plus on est blanc et plus on se rapproche du maître, et plus on est noir et on est proche de l'esclave. Et quels que soient les régimes qui ont changé, cette chose est restée. Et dans l'imaginaire collectif, le rapport à la couleur de peau est un rapport extrêmement puissant et déterminant pour la société martiniquaise. Et je dis bien martiniquaise parce qu'en Guadeloupe, c'est différent. Ce n'est pas tout à fait la même histoire. Dans le reste des Antilles, encore différent. J'étais en Martinique et c'était ce territoire qui m'interpellait. Et là où c'est encore plus compliqué, c'est que, creusant la chose, vous allez en Martinique, vous vous rendez compte que l'immense majorité de la population n'est pas noire. Elle est métisse. Il y a eu beaucoup, beaucoup de métissage, et l'immense majorité est métisse. Mulâtre, ils disent mulâtre là-bas. Et malgré ça, malgré ce métissage où on se dirait bah, tout le monde est finalement un peu pareil, voilà, cette pensée qu'il y a des différences liées à... Alors parfois ce n'est même plus la couleur aujourd'hui, c'est les cheveux. Ça va chercher très loin. Si vos cheveux, vous pouvez être très 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 clair de peau, mais si les cheveux sont grainés à l'africaine, vous êtes moins bien considéré. Il faut avoir les cheveux lisses, comme le blanc. Donc ça traverse la société martiniquaise. Donc je m'empare de ce sujet-là pour raconter une histoire. Et on va vous lire un extrait de ce texte, issu donc de cette expérience, où ce qui se passe, c'est que je raconte l'histoire d'une île où une femme est née dans cette île, mais très tôt est partie ailleurs, elle n'a pas grandi dans l'île. Puis elle revient en vacances. Et quand elle revient en vacances, elle a rendez-vous sur la plage de son enfance avec des amis pour pique-niquer. Et quand elle arrive, les amis ne sont pas encore là, mais il y a un homme qui est là, qui bronze, et qui d'entrée de jeu lui montre de l'hostilité. D'entrée de jeu. Jusqu'à un moment où elle, tenant tête, il lui demande de partir. Il lui dit, vous ne pouvez pas rester, c'est une plage privée, vous n'avez pas le droit d'être là. Et la femme dit, non, plage privée, non, plage... Et le dialogue, la dialectique du dialogue se met en place entre eux jusqu'à un point de climax où la femme lui dit, si vous me dites la raison pour laquelle je ne peux pas rester sur cette plage, je partirai. Et l'homme lui dit, si je vous dis, vous partirez. Elle dit, oui, je partirai, mais dites-moi pourquoi je ne peux pas rester. Il dit, ok, approchez. Donc la femme approche et en guise de réponse, il la gifle. Une gifle extrêmement violente. Puis il s'en va nager et il dit, maintenant vous avez la réponse. Quand je reviendrai de ma baignade, vous serez parti. Entre-temps, les amis arrivent au moment où l'homme s'est absenté et les amis font comprendre à la femme que l'homme a raison. Elle n'a pas le droit d'être là. Enfin, tu ne te souviens plus. La fille dit, mais souvenir de quoi? Et personne n'ose lui dire, c'est dans une espèce de non-dit, pourquoi elle ne peut pas. Et l'homme revient de la baignade et la femme n'est évidemment pas partie et elle demande... Comment? Des explications. OK. Et dans le dialogue qu'ils instaurent pour avoir des réponses, l'homme réussit à... OK. Donc voilà, le dialogue s'engage et la dame dit maintenant vous m'avez doublement, non seulement vous me dites de partir, en plus vous me giflez, pourquoi m'avez-vous frappé? Dites-moi pourquoi. Et là, le dialogue se met en place, la femme veut des réponses, mais l'homme également en veut des réponses. Vous mentez. Je vais commencer juste un peu plus haut. Là. Non. Ah bon. Là, ici. Là. Vous mentez. Vous ne le savez pas encore, mais vous mentez.
Vous me donnez des raisons apparentes, des raisons fallacieuses, des raisons transparentes de votre présence ici sur mon rivage. Je les ai entendues, je ne vous crois pas. Je vous demande de chercher en vous et de me dire pourquoi ma plage et pas une autre. Cherchez et répondez-moi. Je ne cherche rien. Si vous me connaissiez, vous sauriez que je suis une femme simple et sans histoire. J'ai une vie normale de citadine moyenne qui n'en pouvait plus des marteaux-piqueurs. Je suis bien dans ma tête et dans mon cœur, et c'est à tort que vous me prêtez des intentions cachées. Je ne cherche rien. Vous mentez. On cherche tous quelque chose. Tous. Vous ne le savez pas encore, mais vous cherchez même à votre insu. Ce n'est pas impunément que vous avez choisi une plage interdite au risque d'y prendre des coups. Et vous vous y attardez, vous vous y accrochez, vous ne voulez pas en partir avant d'avoir trouvé ce que vous ne savez pas encore. Ce n'est pas innocent. Je ne vous suivrai pas dans votre diversion. Vous n'êtes pas la victime. Vous n'êtes pas l'offensé. Ce n'est pas vous qui ressentez encore en ce moment la brûlure d'une gifle et l'humiliation et l'impuissance. Vous êtes mal placé pour demander réparation, justice ou explication. Je la demande pourtant. Je l'exige même. Par votre insolence, vous m'avez agacé. Par votre entêtement, vous m'avez provoqué. Par votre désobéissance, vous m'avez obligé à vous punir. Oui, je dis bien obligé. Vous cherchez donc quelque chose, et cette chose, je suis en droit de la connaître. Vous vous débinez, monsieur. Vous vous défaussez. Vous changez de sujet pour me faire croire que j'ai des torts alors que je demande raison. Vous dites que je cherche forcément quelque chose. Je vous le concède. Ce que je cherche à comprendre, c'est le comment et le pourquoi. Comment un homme en arrive à frapper une femme et ce que vous me reprochez. Voilà ce que je cherche, monsieur, et je suis convaincu que vous pouvez me répondre. Ce que je vous reproche, c'est votre impolitesse. Vous êtes entré chez moi sans être annoncé, sans toquer, sans sonner, chaussures aux pieds et le pas conquérant. Vous ne vous êtes pas inquiété de savoir si je dormais, si je rêvais ou si mon bronzage était avancé. Non, vous avez déboulé comme en terre conquise et vous ne m'avez pas dit bonjour. Une plage est un espace ouvert, gratuit, libre et accessible à tous. C'est ce qui se dit de toutes les plages, de tous les rivages à travers le monde. Je ne pouvais savoir. Je ne vous aurais pas dit bonjour. Je ne me souviens plus. Ce que je vous reproche, c'est de m'avoir vouvoyé comme une étrangère. En me vous voyant, vous me mettez à distance, comme pour me signaler que vous n'êtes plus d'ici, que vous êtes de passage et qu'entre nous, il y a des océans. Je vous ai reconnu, vous êtes une étrangère. Je ne vous connais pas. C'est la moindre des choses. Je ne pouvais vous tutoyer. Vous auriez dû me dire que cela vous gênait. Vous auriez pu me dire d'être plus familière, en toute simplicité. Vous êtes tordu, monsieur. Vous êtes tordu. Ce que je vous reproche, c'est de manquer de contenance et de réserve. Vous avez cru qu'il suffisait de demander pour qu'on vous donne, de frapper pour qu'on vous ouvre. Ce n'est pas vrai, pas sur cette plage. Il vous manque l'art et la manière, surtout la manière d'être. Vous manquez de pudeur, votre regard est hautain, arrogant, irrespectueux. Vous m'avez manqué de respect en me prenant pour un de ces hommes à la fesse rebondie que les femmes d'un certain âge viennent louer sur les rivages de notre monde. Vous êtes susceptible. Je vous ai fait des compliments, comme on en fait pour être agréable, sociable et pour passer le temps. C'était sans conséquence. Vous n'êtes pas mon genre. Vous n'êtes pas ma pointure. Vous ne me plaisez pas. Vous êtes une étrangère, de celles que l'on voit débarquer tous les ans à même époque, à même saison, pour 2 ou 3 semaines de vacances. Vous en avez les manières bâtardes, la démarche indécise, le vêtement superflu et le parfum envahissant. Je ne suis pas une étrangère. Je ne parle pas des étrangères légitimes qui ne sont pas d'ici, qui ne parlent pas notre langue et qui, naïves, viennent carboniser au soleil de nos alizés. Je ne suis pas une étrangère. Je ne parle pas des étrangères grosses vaches laiteuses qui dégoulinent de chaleur sous des ombelles de madras colorées. Je ne suis pas une étrangère. Je ne parle pas, non, des étrangères assermentées qui se pavanent en arrogance sur nos plages formatées. Elles ne sont pas d'ici et dans leurs hôtels barbelés, on leur fournit des plans pour qu'elles ne se perdent pas sur des rivages interdits. L'hospitalité qu'on leur doit ne nous engage à rien. Elle est factice et convenue, et elles savent s'en contenter. Elles ne s'attardent pas quand on leur fait comprendre qu'elles sont malvenues. Elles n'insistent pas, puisque sur nous, leur opinion est déjà préconçue. Elles ne sont pas d'ici. Puisque je vous dis que je ne suis pas une étrangère. Je parle de vous, les étrangères qui êtes nées sur le rivage de ce monde-ci et qui l'avez déserté pour des cieux gris et des citadelles. Je parle de vous qui n'êtes plus d'ici, ni d'ailleurs, et qui avez oublié qui vous êtes et d'où vous venez. Vous revenez sur le rivage de votre enfance en balade, en pique-nique, comme un pèlerinage profane. Vous avez oublié qui nous sommes. Vous avez oublié que nous sommes sur une île de strates, de castes,
de rang, et que nous ne sommes pas tous égaux sous le soleil, qu'il ne suffit pas de nous mettre à nu tous deux sur une même plage pour être pareils ou semblables. Nous ne sommes pas du même rivage. Vous avez oublié. Vous voulez savoir pourquoi cette plage vous est interdite? Vous voulez vraiment le savoir? Je vais vous le dire. Vous n'avez pas la bonne couleur de peau. Elle n'est pas appropriée. Elle n'est pas réglementaire. Elle n'est pas homologuée pour circuler librement sur le rivage du monde. Votre couleur de peau, mademoiselle, fait tache sur mon rivage, et ni vous, ni les personnes qui déclinent la même gamme de couleurs ne sont autorisées à le traverser, à le fouler, à l'arpenter. C'est comme ça. Et tout le monde sur cette putain d'île le sait. Et vos amis, s'ils existaient, vous l'auraient dit et répété comme une consigne vitale à ne pas transgresser. C'est ainsi. C'est l'héritage de l'histoire. C'est la destinée de ce foutu peuple qui a choisi de vivre en territoire cloisonné par la couleur de peau. Je n'y peux rien. Votre peau ne convient pas. Elle n'est pas adaptée. Elle est porteuse d'une mémoire qui n'a pas sa place ici, sur mon domaine. Je n'y peux rien. Vous n'avez pas la bonne couleur de peau. Merci. Au reste, on va enchaîner sur la déclaration. Pour la petite histoire, c'est que ce texte, voilà, que j'écris pour la Martinique, martinico-martiniquais, alors quand je le fais lire, il y a au moins, 5 ou 6 metteurs en scène à qui on a envoyé ce texte. Ils ont dit, oulala, moi j'ai pas envie de me faire lyncher, ton texte là, c'est pas possible et tout ça. Bon. Et puis, le texte circule. On envoie le texte chez des metteurs en scène. Et le texte arrive chez un metteur en scène fameux, québécois, qui s'appelle Denis Marleau, qui reçoit le texte. Bon, faut croire que Plia ne sonne pas suffisamment africain. Il n'a pas d'indication sur qui a écrit. Il reçoit le texte, il le lit, et puis il dit bon, ah oui, vraiment, moi ça m'intéresse, j'ai envie de monter ça et tout. Et puis on entre en contact à distance. Et puis d'abord il découvre que c'est un Africain qui a écrit. Vraiment ça le surprend. Ensuite il lit le texte et dit ah, mais vraiment quand j'ai lu le texte, j'étais persuadé que c'est un auteur norvégien qui avait écrit ça. Et quand on a des prérequis dans la tête, pourquoi norvégien, je ne sais pas. Ben, il dit, voilà, la langue, la problématique, ça me fait penser à des auteurs de... Ouais, ok. Et puis, évidemment, il tombe dans le piège que j'ai tendu. Les auteurs adorent tendre des pièges aux metteurs en scène. Vous entendez parler de couleurs, de choses comme ça. Et puis, alors lui, il se dit, vraiment, quand on prend le texte comme ça, on se dit, ok, il y a donc un homme qui est sur une plage dans une île. Il est noir. Il y a une femme qui arrive d'ailleurs et qui vient et elle ne peut pas rester sur la plage parce qu'elle n'a pas la bonne couleur de peau. Elle est blanche. Les amis, on ne sait pas trop. Mais on va donc faire une pièce où l'acteur principal sera noir, l'actrice sera québécoise, parce que c'est une coproduction québécoise, etc. Alors, il m'envoie ses premières impressions. Et je lui dis, Denis, viens aux Antilles, viens en Martinique. Et tu vas comprendre que c'est plus compliqué que ça. Donc, il vient. Et c'est ce que je vous dis, il y a pas, aux Antilles, cette histoire de couleur n'a aucun sens. Tout le monde est métis, quasiment. Donc, on se rend bien compte que l'histoire d'interdire pour l'histoire de la couleur de peau, c'est un prétexte. C'est un prétexte. Et là, ça lui saute aux yeux, il dit, mais évidemment, et ça prend une dimension qui touche à l'universel, c'est-à-dire que quand on mettra, quand bien même on mettrait, je ne sais plus qui disait, on mettrait... 2 personnes très noires en face, il y en a un qui trouvera qu'il est gris clair et l'autre qui est gris noir. L'être humain cherche toujours la différence pour pouvoir exister chez l'autre. C'est humain, c'est pas une histoire d'antillais, voilà, c'est la différence. Parce que d'ailleurs, un peu plus loin dans la pièce, quand il dit ça à la femme lui dit, ok, très bien, je ne peux pas rester parce que je n'ai pas la bonne couleur, alors dites-moi quelle est ma couleur et je partirai. Et l'homme est incapable de lui dire, puisqu'ils sont tous pareils. Donc, ce que l'homme ne veut pas chez cette femme, c'est ce qu'elle représente. C'est le fait que ce soit une femme, le fait qu'elle suscite, elle provoque en lui un désir dont il ne veut pas. C'est des choses beaucoup plus universelles qui racontent les rapports entre êtres humains que cette histoire de couleur de peau. Mais le théâtre a besoin évidemment d'incarnation. Et donc il a monté le spectacle avec 4 comédiens, tous antillais, tous noirs, et ça a donné une force incroyable au spectacle. Mais ça a dérouté énormément les spectateurs. Si les gens arrivaient, ils disaient, mais... Alors, et il y a même un merveilleux critique de théâtre du journal Le Monde, Michel Cournot, décédé maintenant, il est allé voir la pièce, il a aimé, et puis il était tellement ancré dans cette histoire de couleur qu'il fait son article en disant, alors là, il représente la pièce dans son article, il dit, l'homme arrive, il est noir,
La femme arrive, elle est blanche. Mais les 4 acteurs étaient noirs, en fait. Mais il voulait tellement marquer, parce que sinon, pour lui, ça n'a pas de sens, quoi, cette histoire. Mais c'est juste pour montrer jusqu'où on peut pousser les choses et créer donc ce... Alors, j'aimerais terminer par un petit clin d'œil. Toujours de la question du lieu, du territoire, de la langue, et de comment on part de vraiment de cette chose-là pour parler au reste du monde. Par un petit hommage à l'EITB, je vous dis, les auteurs sont des éponges. Moi, souvent, quand je suis chez moi en famille, qu'on se mettait à raconter des souvenirs d'enfance, on dit, bon, il faut arrêter parce que José va mettre ça dans une de ses pièces et on va encore être... bon, alors, du coup, je suis venu à l'école ici, donner un cours pendant tout le mois d'août, et puis ça a été une expérience très riche pour moi de fréquenter ces jeunes, de les suivre pendant un certain temps, d'en retrouver certains après dans d'autres projets quand ils ont fait leur vie professionnelle. Et puis il y a une autre commande d'écriture qui m'a été faite quelques années plus tard, et où j'ai eu envie de les mettre en scène, de mettre les jeunes de l'école EITB en scène. Donc j'ai pris, c'était un projet où la commande était très précise, c'était un théâtre itinérant qui se baladait de lycée en lycée, et moi la commande qui m'a été faite, c'était de dire... Alors, la commande, c'était pièce sur la thématique de l'amour, à jouer dans une salle de classe avec 2 comédiennes et un comédien. C'était la commande. Donc, ceux de la maison retrouveront les noms de famille, mais on va dire que les personnages, c'est Élie, Pierrette et Jeanne. C'est 3 comédiens qui étaient dans l'école, et c'est eux que j'ai mis à eux que j'ai donné leur... Et on m'a dit, voilà, je dois écrire sur le thème de l'amour. Alors, les auteurs sont tordus, comme disait la femme au monsieur dans la pièce. La question de l'amour. Au moment où on me passe la commande, bon, on dit, ok, je vais écrire. Là, pareil, hein, depuis que la nuit des temps, l'amour est au cœur de la problématique dramatique et dramaturgique. Comment on réinvente la chose, comment toujours se poser ces questions, même sur des petites commandes comme ça. C'était pas un texte très long. Et on me dit, il faut écrire sur la thématique de l'amour. Et je me dis, ok, je veux raconter, mon point de départ, c'est vraiment ces comédiens-là. Je veux vraiment territorialiser la chose pour il y a des échos très, là vraiment pour le coup, nommés béninois, tout en gardant des choses qui peuvent s'ouvrir sur le reste du monde. Et je me dis, comment je parle de l'amour au Bénin, comment les jeunes vivent l'amour ici au Bénin. Bon, donc je me mets à lire des choses. Et puis, il y avait à ce moment-là une polémique, mais c'était plutôt en France, hein, sur l'homosexualité. Il y a l'homosexualité. Des hommes qui s'aiment, des femmes qui s'aiment. Je me dis, tiens, c'est intéressant cette chose-là. Comment ça se vit dans nos pays en Afrique? Moi, je commençais à me renseigner, à prendre des... Et puis, il y a eu un article dans Le Monde où il faisait la cartographie de la pénalisation de l'homosexualité à travers le monde. Donc, il y a des pays où il y a la peine de mort, il y a des pays où c'est très libéral, les homosexuels se marient. Voilà, c'était une cartographie. Donc, j'ai cliqué. Évidemment, je suis allé cliquer sur le Bénin. Et j'ai vu que dans la loi béninoise, l'homosexualité est punie de mort. Mais en réalité, c'est une loi qui n'est jamais appliquée. Ça n'a jamais été appliqué. Il n'y a pas de sanction. Il n'y a même jamais eu... L'article détaillait après, il n'y a jamais eu de personnes dénoncées pour ça, ou comme au Cameroun. Hein, au Cameroun, c'est très... ils instrumentalisent beaucoup le problème des homosexuels. Donc je me suis dit, tiens, voilà, je vais interroger cette chose-là. Et donc, il y a 2 femmes et un homme. Il y a Élie, qui est avocat, la quarantaine, et son épouse, Pierrette, 40 ans aussi. Et puis il y a Jeanne. Donc quand la pièce commence, Jeanne et Pierrette, en fait, Pierrette, elles sont dans une salle de classe, c'est 2 enseignantes, et c'est l'heure de la pause, et Pierrette commence en disant, mon mari et moi, c'est terminé, je le sais, je le sens, j'en suis arrivé à cette conclusion comme une évidence. Après 10 années de mariage, nous avons
Nous allons nous quitter, nous séparer là tout à l'heure. Quand il va arriver, nous avons 2 enfants. Voilà, elle brosse un peu le portrait de son couple. Et puis évidemment, l'autre essaie de la rassurer. Mais non, couple, ça a des crises, on ne peut pas dire comme ça et tout. Et comme on est au théâtre, Pierrette dit, ok, on va faire un jeu. On va faire un jeu. Pour le provoquer, pour voir si vraiment il m'aime, pour voir si il me fait une déclaration. Moi, j'ai appelé le texte la déclaration, voir si son amour est... Quand il va arriver tout à l'heure, on va lui faire croire que nous sommes amoureuses, toi et moi, que voilà, désormais qu'on est ensemble toutes les deux. Et on va voir quelle est sa réaction. Donc, je prends l'extrait où elles ont bien discuté, et là, Ellie, qui a toujours beaucoup de retard, arrive avec beaucoup de retard. Il entre dans la pièce. Il est au téléphone. Oui, oui. Allô? Allô? Et fuck. Pas de réseau. Pardon chérie, mais j'en peux plus de cette ville. J'en peux plus. Look, j'ai 3 portables, 3 opérateurs et il n'y a pas de réseau. Look, ça c'est le move. J'appelle, pas connecté. Ça c'est le glow. J'appelle, rien. Sur MTN, j'appelle 0, rien, nothing. Mais restons cool, c'est le pays. C'est juste que j'attends 10 coups de fil du cabinet. Ah, ça sonne. Excuse, sweetheart. C'est hyper important. Allô, allô? C'est quoi ce phone de merde? Il n'y a rien qui marche dans ce pays. Look, j'ai du travail jusque-là, des dossiers jusque-là, je suis full over. Jusque-là. Et toi, tu m'appelles. Je dis pas que tu me déranges, chérie. Non, tu ne me déranges jamais, honey, mais quand même. Tu vois, je suis over de chez over. Quand tu m'appelles pour me dire de te rejoindre ici, dans la salle, bon, elle est un peu strange, votre salle, non? C'est une salle de classe, ça? Bon. Pour pas te faire attendre, je saute sur un zème pour faire l'aller-retour. Et devine quoi? Embouteillage. On veut faire vite, on ne prend pas sa voiture pour pas polluer, on monte sur une moto-taxi pour accélérer et ce couillon tombe dans un embouteillage. Faut rester cool, c'est le pays. Attends, ah, mon move sonne. Allô, oui, c'est moi, Maître Ellie. Ah, allô, allô. Merde, merde, merde. Sorry, darling, faut rester cool. Bref, j'ai dû changer 3 fois de zème pour venir jusqu'ici. Bon, faisons vite. J'ai pas beaucoup de temps, no time. Et des clients qui attendent. C'est un resto ici, on mange quoi? Tu as commandé? Écoute, ça, tu ne me croiras jamais. À l'Étoile Rouge, j'ai vu une affiche 4x3, une publicité pour un nouvel opérateur. Le marché explose, girl. Il explose. Et j'adore ça, j'adore ce pays. Il n'y a jamais d'eau, il n'y a jamais de courant, il n'y a jamais de réseau, ni de connexion, mais on a tous de super téléphones. Tu me l'offres à Noël, t'es trop mignonne. Je sais, je sais. Comme les autres, il ne marchera pas. Ah, le téléphone. Allô, yes, I'm fine. You? Bon, ça ne marche pas. Restons cool. Je disais quoi? Ah oui, Noël, tu me l'offres? Le nouveau qui ne marche pas non plus, mais que veux-tu? Comme tous les Béninois, j'aime ces jouets. J'aime, I love. Ok, baby, tu peux parler. Je t'écoute. Tu remarqueras, je suis venu, hein. J'ai tout laissé à faire cessante et je suis là parce que je sais pourquoi. Je sais pourquoi tu m'as fait venir. Eh oui, je suis ton petit mari depuis si longtemps que je sais tout de toi. Je sais tout de toi quand tu m'invites comme ça à l'improviste pour une affaire urgente. Je sais que tu as une surprise pour moi, un 5 à 7 au petit cadeau, quoi. Dis-moi que j'ai raison. Dis-moi. Dis-moi que j'ai raison. Allô, allô, ça marche pas. Je reviens. Ah, enfin un réseau qui marche. C'est ça le pays. Restez cool et tout finit par s'arranger. Alors, ma Pierrette, pourquoi m'as-tu fait venir? C'est quoi? Ellie, entre nous, ça ne va pas fort depuis un moment, tu le sais. Je te respecte, je te dois la vérité. J'ai rencontré quelqu'un, une personne. Elle est douce, attentionnée, prévenante, et je crois que c'est sérieux. Ellie, je te présente Jeanne. Ne t'énerve pas, ne t'emballe pas. Surtout, ne monte pas la voix, il y a du monde. Tu ne vas pas t'énerver, tu vas m'écouter. Nous allons faire ça proprement, correctement, comme des adultes responsables. Tu me dois bien ça. Après toutes ces années, une séparation en douceur. Tu peux faire la bise à Jeanne? D'accord, c'est un peu rapide. Et tu es sous le choc. C'est normal, prends ton temps. Respire. Respire profondément. C'est ça, c'est tout à fait normal. Tu dois passer par là, c'est le choc.
Mais tiens bon, ça ne dure pas. Et tu verras très vite que c'était fatal. On ne pouvait plus continuer comme ça. Respire. Mais au moins, dis bonjour à Jeanne. Elle est enseignante comme moi dans le lycée. Ça sonne. Ton téléphone sonne. Tu ne réponds pas? Tu as raison. On discute. On discute de choses importantes. On a besoin d'être tranquille pour discuter. On va s'expliquer comme des grands et tout ira bien. Je veux que tout aille bien. Passe-les-moi tes téléphones, je vais les éteindre. Voilà. 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 Pierrette, ça suffit maintenant. Assez joué, rends-les-moi. Mes téléphones, rends-les-moi. Je suis cool, je suis open, mais faut pas pousser, faut pas toucher à mes phones. Don't touch. C'est bon, j'ai compris, tu m'as fait perdre mon temps pour assister à vos répétitions. C'est pour ton théâtre, c'est ça? Ah, les artistes. Whatever. J'ai passé l'âge de ces conneries. Je t'aime bien, mais là, game over. Je suis très content pour toi. Je suis très content pour ta copine Jeannette. Et j'espère que vous êtes contente de moi. J'ai bien joué le mari en état de choc. Ça vous a plu? Cool. Mais là, faut y aller. Je bosse, moi. Téléphone. Jeanne. Bonjour Élie, je suis Jeanne. Pierrette m'a beaucoup parlé de toi. Je suis contente de te rencontrer. Enfin, elle m'avait dit, tu verras, c'est quelqu'un de bien, mon Élie. Attentif, prévenant, hyper attentionné, très ouvert. Il va te plaire. Elle me disait, il va te plaire. Je suis là, tu es là, notre Pierrette est là. Et ce que nous voulons tous les deux, c'est son bonheur, n'est-ce pas? C'est son bonheur. Alors oui, je suis soulagée. Je vivais assez mal, je dois dire, cette situation. Ça ne pouvait plus durer. Je n'aime pas le mensonge et Pierrette le sait. Je lui disais souvent combien je suis mal à l'aise, combien notre histoire cachée me mettait dans l'inconfort. J'aime les situations claires, moi. Claires, limpides et sans détour, comme un chemin de Pâques. Alors oui, je suis heureuse et je te remercie du temps que tu as pris pour venir nous rencontrer. Bon, Pierrette, ça suffit maintenant les conneries, hein? Dis à ta copine d'arrêter ça. It's not funny, ok? Not funny. Dis-lui d'arrêter ce petit jeu. Dis-lui de surveiller sa grande bouche, là. Elle m'interpelle, elle me tutoie, elle m'appelle. Élie, tu la sors d'où celle-là? Tu l'as sortie d'où? Je te l'ai déjà dit. Surveille qui tu fréquentes ici. C'est de pire en pire. C'est quoi cette fille, franchement? Elle n'a pas de manière, elle s'habille mal et elle s'adresse à toi, ma femme, devant moi, ton mari. Je suis open, d'accord, je suis super cool, d'accord, mais faut du respect, ok? Du respect. Bon, d'abord, tu vas lui demander de sortir parce que partir, dégager, faire place et nous laisser discuter entre mari et femme. On va commencer par là. Out. Pierrette, tu n'as pas l'air de comprendre, Élie. Je vais t'expliquer. Je ne joue pas. Je ne répète pas. Je t'ai demandé de venir pour te dire que je m'en vais. J'ai rencontré Jeanne, que j'aime et qui m'aime, et je m'en vais. Nous allons nous installer, partager notre quotidien et nos projets, vivre ensemble, vieillir ensemble, et peut-être même mourir ensemble. C'est elle désormais la femme de ma vie. Je te respecte et t'apprécie. J'ai voulu te l'annoncer, c'est fait. Je veux que tu sois heureux pour moi. Jeanne. Elle a raison, Élie, ce n'est pas un jeu, c'est la vérité. Notre décision est prise, nous allons vivre ensemble. D'abord chez moi, même si c'est petit, ça ne nous gêne pas, et puis plus tard dans une maison. Nous espérons une grande maison pour nous et nos enfants. Je ne l'ai pas encore, mais nous avons beaucoup d'amour à partager. Je saurai les apprivoiser, vos enfants, et ils apprendront, je n'en doute pas, à m'apprécier. Toi, vous, Jeanne, madame, cessez de me parler. Arrêtez ça, now. Merde alors. On est où là? On est où? C'est fou, c'est complètement fou. Tu me parles à moi, tu oses me parler à moi, de ma femme, de mes enfants. Mais on est où là, Jeanne? Je suis open, mais là, c'est terminé. Terminé. Pierrette, on s'en va. Je ne pars pas avec toi, Élie. C'est fini. Je pars avec elle. Tu as bien entendu. Avec elle. Tu as du mal à réaliser, je vois, mais c'est comme ça. Je pars avec... Mais quand Jeanne. vas-tu cesser de déconner, merde? Partir, partir, qu'est-ce que ça veut dire à la fin? Tu te crois où là? À New York? On est au pays, ma chère, au pays. Tu sais ce que ça veut dire? Non, je suis open et tu le sais. Je suis wide open à toutes les conneries. Les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, les chiens avec les chats. Mais pas ici, Pierrette, pas chez nous. Ces machins-là n'existent pas chez nous. Je suis un homme, tu es une femme, et malgré ça, nos familles ne voulaient déjà pas qu'on se marie. Tu te souviens? Et toi, tu viens me raconter des bêtises de partir. Où veux-tu aller avec ta bonne femme là? À Ketu, à Tori, à Tangueta, partir. Un conseil, mes chéris, même pour votre théâtre, là, ne jouez pas ces histoires de femmes qui s'aiment et qui vont vivre ensemble. Même pour rire, ça pourrait vous coûter cher. Vous êtes enseignante. Merde! Des éducatrices, si on vous confie des jeunes, cessez vos conneries. Pierrette te l'a dit, je suis avocat, je connais la loi. La loi béninoise punit vos bullshit, là.
de 3 ans de prison avec travaux forcés. Même pour s'amuser, c'est interdit. C'est bon. Merci. Merci beaucoup. Pour cette conférence inaugurale avec José, nous avons un invité d'honneur. Notre école partenaire en France, l'ENSAT, qui a un nouveau directeur désormais et qui rend visite à notre école. Laurent Gottman. Je suis très heureux et très honoré d'être ici aujourd'hui. J'ai pris mes fonctions à la direction de l'ENSAT très récemment, et ça fait 7 mois. Mais en étant ici aujourd'hui, en fait, je m'inscris dans une histoire qui commence à être longue entre l'EITB et l'ENSAT, puisque mon prédécesseur Thierry Pariante déjà avait contribué à développer ce partenariat, au point d'ailleurs qu'une des promotions de l'EITB porte son nom. Et même, je crois qu'avant Thierry, par un metteur en scène, auteur, enseignant à l'ENSAT, Philippe Delègue, qui connaissait bien Dean, cette histoire avait commencé. Toute cette histoire qui a commencé donc depuis un certain temps et qui continue et qui va sans doute vers des développements importants, doit aussi beaucoup à Olivia Chateau, qui travaille à l'ENSAT et qui a en charge les relations internationales de l'école. Alors, pourquoi à mes yeux c'est important cette relation entre nos deux écoles? Parce qu'après tout, on pourrait se dire qu'on pourrait former des artistes en général et des artistes de théâtre en particulier sans développer des collaborations avec des écoles d'autres pays, d'autres traditions théâtrales, d'autres façons d'aborder cet art. Alors il y a des raisons qui sont un peu évidentes à la nécessité de cette collaboration, et puis il y en a d'autres peut-être plus intimes. Et l'intervention de José Plia va peut-être m'aider à les formuler. Alors, les raisons évidentes, c'est déjà que ça nous permet de confronter nos pratiques, nos pédagogies, nos rapports au théâtre. Et par définition, c'est quand même bien de voir ce qui se fait ailleurs. Et c'est valable dans les deux sens. L'autre raison un petit peu utilitariste, dans une logique de professionnalisation, moi je me dis toujours que nos étudiants, les étudiants de l'EITB, plus ils auront rencontré d'artistes de leur génération au moment de leur formation, plus les possibilités de collaboration future existeront. Et il est évident que parce qu'ils se seront rencontrés sur des ateliers communs, sur des spectacles communs, des désirs de collaboration entre eux, échappant complètement aux institutions, naîtront. Et puis, ils inventeront des choses qui, si on n'avait pas favorisé leur rencontre, n'auraient pas pu naître. Et puis, il y a deux autres raisons auxquelles j'ai pensé plus précisément en vous écoutant. C'est que je pense que dans le rapport à l'autre, en général, et peut-être particulièrement entre les Européens et les Africains, nos représentations sont absolument encombrées de clichés. Alors les clichés, c'est jamais une très bonne chose, c'est particulièrement calamiteux dans le monde de l'art. Il me semble, le monde de l'art est un endroit où on doit précisément se confronter à la complexité, au paradoxe, à toute tentation de simplification. Et si nos artistes, nos jeunes artistes se rencontrent, ils verront que l'autre ne ressemble pas à l'idée qu'il s'en fait. Et rien que pour ça, il faut qu'ils se voient. C'est valable aussi pour nos enseignants, c'est valable aussi pour nous, directeurs d'institutions. Et enfin, la dernière raison, c'est que ce que je retiens de l'histoire de José, et qui ressemble à cet égard à beaucoup d'histoires, c'est que pour découvrir en fait le trésor qui était en lui, pour se réconcilier avec une part de lui qui est forcément la part de l'enfance,
le rapport à un lieu originel, à une langue, à des odeurs, à des sensations, inscrites vraiment dans notre cœur enfantin. Il a fallu faire un détour par l'étranger. Il a fallu s'en éloigner. Alors ça a été un déplacement géographique. Ce déplacement géographique, je le souhaite à tout le monde, comme s'il fallait faire le tour du monde pour enfin accepter d'habiter chez soi. Mais si ce déplacement géographique il n'est pas possible pour tous, pour des raisons souvent économiques, au moins la rencontre dans le cadre de l'école de l'autre, je suis sûr, est un moyen de revenir à soi et de métaboliser en fait ces choses qu'on portait et d'en faire une voix singulière, celle de l'artiste que nos jeunes étudiants deviendront. Et quand je dis voix, c'est V-O-I-E et V-O-I-X. Parce que, et là je suis absolument d'accord avec vous José, la seule façon de parler à tous, c'est de se rapprocher de sa singularité d'homme et de femme, et sa singularité d'être héritier d'une culture, ou de plein de cultures. Voilà, toutes les raisons pour lesquelles cette collaboration entre le ITB et l'ENSAT me paraît essentielle, et raisons pour lesquelles je suis si heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Merci. Voilà la promotion José Plia. Il y a un Congolais, un Nigérien, voilà le Congolais, le Nigérien, et puis les autres, ils sont d'ici. Merci beaucoup José. Juste un petit mot pour vous remercier, je suis très ému, très touché. Et je souhaite à cette promotion, je viendrai vous voir, on est ici, on est ensemble. Je viendrai vous voir régulièrement. Je suis sûr que vous porterez cette promotion avec force et dignité. Je sais qu'il y a une très bonne pédagogie ici pour y avoir participé. Le partenaire avec l'ENSAT, je suis très heureux que ce qui a été commencé avec Thierry, ou avant Thierry, c'était avant, vous avez commencé avant Thierry, ou non, c'est avec Thierry, avec Thierry, je poursuis avec Laurent. C'est ce qu'il a dit, les géographies, les voyages, c'est extraordinaire, mais n'oubliez pas qu'il y a des géographies physiques et des géographies intérieures. Et le théâtre, pour ça, lisez beaucoup, vous allez découvrir des pays extraordinaires. Même parfois, certains qui ont beaucoup voyagé n'iront pas aussi loin que vous si vous lisez les grands textes du répertoire, qui sont autant de pays et de paysages qui vous sont offerts et qui vous enrichiront exactement comme Laurent l'a dit. Donc je vous souhaite beaucoup de courage. C'est un chemin long, compliqué, mais tellement exaltant. Et vraiment, je suis très honoreux. Merci beaucoup. Bon, on va laisser partir José parce qu'il va à Kigali tout de suite là, à midi. Donc voilà.
mi rè o. Bàṣẹ. Òkòrò tí ò bá júbà ilẹ̀ ńkọ́. Ilẹ̀ á lè máa lẹ́nu. Mo ní òkòrò tó bá júbà ilẹ̀. Ilẹ̀ á lànú. Ibà. Ìgẹ̀rẹ̀dẹ̀ o. Mo fẹ́ pè yín lónìí o. Tí mo bá pè yín kẹ́ ẹ jẹ́ mi. Ìgẹ̀rẹ̀dẹ̀ ìgẹ̀rẹ̀dẹ̀ o. Lẹ́ẹ̀kejì ni mo fẹ́ pè yín. Mo ní tí mo bá pè yín kẹ́ ẹ jẹ́ mi. Ìgẹ̀rẹ̀dẹ̀ ìgẹ̀rẹ̀dẹ̀ o. Àwọn gbogbo ará ìlú mo tújú balẹ̀ kàn sí. Ibà mi rè o. Mo ní ìgẹ̀rẹ̀dẹ̀ o. Lẹ́ẹ̀kẹta ni mo fẹ́ pè yín. Tí mo bá pè yín kẹ́ ẹ jẹ́ mi kíákíá. Nítorí pé àrò mẹ́ta kì í dọ̀bẹ̀ nù. Ìgẹ̀rẹ̀dẹ̀ ìgẹ̀rẹ̀dẹ̀.